Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio by Valumène. Alors aujourd'hui, nous accueillons notre nouveau talent. Il nous vient presque de l'autre bout de l'Europe, Stéphane Micheneau. Bonjour Stéphane. Bonjour Nicolas, merci de m'accueillir. Écoute, c'est un plaisir. Je le disais à l'instant, tu nous viens de Budapest. Exact. Tu nous parles un petit peu de toi, ton portrait, qui tu es? Ouais, alors je suis manager transition, 55 ans. J'habite à Budapest, mais l'émission je l'ai fait en France parce que pour l'instant j'ai rien trouvé en Europe de l'Est. Donc voilà, je suis manager transition depuis 4 ans. J'interviens plutôt direction générale, direction de business unit, direction de filiale. Plutôt de la PME, je dirais, plutôt de la transformation, et puis sinon j'ai fait 25 ans d'automobile, les secteurs après j'ai travaillé un peu dans le BTP, l'industrie, le transport, donc un peu tout. Bon, passionnant, tu as touché un peu à tout, mais aujourd'hui on voulait mettre en lumière notamment une particularité qui n'est pas donnée à tout le monde, on se le disait pas plus tard tout à l'heure en introduction, c'est le redressement judiciaire. Tu sais, ces deux lettres qui terrorisent tout chef d'entreprise, parce que comme on le dit, ça représente 5 à 10% des dossiers qu'on a dans la transition. De l'autre côté, c'est une des responsabilités que doit avoir tout dirigeant, parce que malheureusement, on peut y être confronté. Tout à fait. Alors, on va parler justement, tu as toi-même été confronté, tu as lu mon bouquin également, donc avec mon propre parcours, parce que nos auditeurs le savent souvent... J'ai été confronté durant la grande crise de 2008, cette fameuse crise financière qui s'est transformée en crise économique avec le redressement judiciaire de Soli, qui était mon entreprise de l'époque. Et justement, l'idée, c'est de faire un petit peu ce parallèle. Alors, parle-nous, comment tu as vécu, j'allais dire, ta première crise, ton premier redressement judiciaire? Alors, je l'ai vécu... difficilement, parce que en fait, la mission n'était pas pour ça. J'y suis pas allé pour faire un redressement judiciaire, sinon ils auraient sélectionné quelqu'un d'autre. Donc, j'y suis tombé un peu par hasard. Une boîte qui allait pas forcément bien, évidemment. Et puis 2 clients qui nous quittent, et puis un troisième qui nous réduit vraiment la voilure. Donc, forcément, on était une société qui allait pas forcément bien, pas beaucoup de cash, avec des résultats pas terribles. Ça fait qu'on était obligé d'aller en redressement judiciaire. Excuse-moi, tu l'as subi. Est-ce que le mur, tu l'as vu venir? C'est-à-dire dans les quelques semaines, j'allais dire plutôt les quelques mois qui ont précédé la décision, j'allais dire l'acte juridique de déposer, de mettre en redressement judiciaire. Comment tu as vécu cette période-là? Alors, on l'avait venir petit à petit, mais on avait quand même... espoir d'un redressement. C'est-à-dire qu'on a eu quelques mois où on commençait à gagner de l'argent, on s'est dit, bon, c'est possible. Donc, on était partagé entre le risque. En fait, on était sur la ligne de crête. On se dit, est-ce que ça va continuer ou pas? Et puis, c'est ces 3 clients qui sont partis quasiment dans le même mois, qui nous a dit, là, on peut plus. C'est plus possible. Là, ça a été... Là, c'était le coup d'arrêt. Et donc, là, tout de suite, il a fallu prendre la décision très, très vite, de se mettre en redressement judiciaire. Et là, effectivement, il a fallu préparer le dossier très vite, tout monter assez rapidement. Donc, voilà. Donc, on le voyait venir avec un espoir, une lueur d'espoir, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et c'est tombé. Et c'est tombé. Et justement, alors, comment tu as vécu, toi, personnellement, cette décision où tu t'es dit, bon, là, c'est fini, on passera pas, c'est terminé. Et comment tu l'as vécu, toi, personnellement? Alors, je dirais que c'était crescendo. C'est-à-dire qu'on voit les problèmes qui arrivent, d'un seul coup, on voit les clients qui s'en vont, donc on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on est un peu en panique, je dirais, en disant, mais quelle est la solution? On en parle, on prend la décision de se mettre en redressement judiciaire, je dirais, et là, je dirais, c'est presque c'est pas un soulagement, il ne faut pas exagérer, mais je dirais, la pression redescend. Après, c'est technique, on prépare les dossiers, et ainsi de suite, donc pour moi, ça redescend. Et puis après, on va au tribunal, on fait le redressement judiciaire, et là, je dirais que c'est le cyclone se lance, parce que derrière, c'est vraiment dur, parce que on a tout le monde sur le dos. On a donc toutes les instances judiciaires qui nous tombent dessus, qui nous demandent des choses. On a les clients qui sont perdus, on a les fournisseurs qui nous hurlent dessus, on a les salariés qui ont peur. Et tout ça, c'est très compliqué pendant, je dirais, quelques mois. Derrière, après, c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est la vraie machine à laver avec le tambour. Et là, faut gérer, j'allais dire, toutes les décisions parfois difficiles et pourtant qu'il faut traiter très rapidement et tout en étant bien structuré, bien évidemment. C'est ça. Vis-à-vis justement des salariés, comment tu as construit, comment tu as communiqué, comment tu as annoncé les événements pour maintenir quand même un certain niveau à la fois de motivation, de concentration. Comment tu as préparé cette étape-là? Alors, comment j'ai préparé?
déjà, moi, j'étais là depuis quelques mois. Hein. J'étais pas là depuis des années. J'étais là depuis 6-7 mois. Donc, quand je suis arrivé, tout de suite, j'ai fait l'état des lieux. Et j'ai tout de suite informé les salariés en disant, voilà, la situation est grave, mais pas désespérée. Ok, c'est compliqué. Voilà le plan d'action qu'on va mettre en place. Donc, ils étaient déjà prévenus de la situation. Je communiquais avec eux, je dirais régulièrement. Je les ai toujours informés de la situation. Donc, quand les clients sont partis, ils le savaient. Ouais. Ils le savaient. Donc, tout de suite, quand je les ai réunis, ils savaient à peu près ce qui allait se passer. Donc, j'ai toujours été très transparent avec les salariés. Ça, y a transparence. Transparence. Parce que, clairement, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se gagne, et ça se gagne avec des actes. Donc, on dit... Et puis derrière on fait, et là derrière on est crédible. Et si on n'annonce pas ce qui se passe, si effectivement on laisse les salariés sans information, ouais. Alors c'est le pire. C'est le pire. Et non, enfin c'est pas le pire. Le pire, ça serait d'annoncer des choses qui se font pas. Mais si on ne donne pas d'informations, c'est pas mieux. D'accord. Cette transparence, comme tu as lu mon livre, ouais. Tu sais que c'est quelque chose que j'avais évoqué, d'être très transparent directement. D'ailleurs aussi bien auprès des fournisseurs que des clients, qui est toujours le... Est-ce qu'on doit le dire, pas le dire, comment, de quelle manière, quand on y est confronté? Toi, tu as agi comment par rapport à cette situation-là? La même chose. La même chose. La même chose. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire avant de faire la déclaration de cessation de paiement, bien évidemment. Mais je dirais, tout de suite, et je l'ai vu parce qu'on a fait plusieurs, comme on était dans un groupe, on a fait plusieurs RJ. La première fois, j'étais un peu hésitant. La deuxième fois, effectivement, j'étais beaucoup plus entreprenant. C'est-à-dire, j'ai annoncé, je suis allé voir les clients, j'ai rencontré les fournisseurs, les salariés étaient au courant. Donc voilà, vraiment faire une transparence parce que, après, bien sûr, il y a des relations entre les salariés, entre les fournisseurs, avec les clients, donc ça se parle. Et si l'information n'est pas la même, forcément, ça fuite. Donc autant que ce soit le patron qui aille voir les gens, je dirais, à la fois les salariés, les clients, les fournisseurs, pour dire annoncer les choses. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Ils trouvent que c'est courageux et au moins s'il y a des questions, ça vient. Ouais. Et donc voilà, c'était ma façon de procéder. Je pense que à l'usage c'est la bonne. D'accord. Les relations avec les banques? J'ai pas. C'est la différence qu'on a vue dans le livre, on a échangé sur le sujet. Moi, j'ai pas de difficulté avec les banques. Les banques, bien évidemment, dans la situation dans laquelle on était, ne nous prêtaient plus rien. Mais quand il a fallu transférer d'une banque à la banque spécialisée dont tu parles, j'ai eu aucun souci. On a ouvert les comptes en avance, même la fois suivante. Franchement, tout s'est passé plutôt bien. Alors, il y a eu quelques ratés parce que technique, effectivement, quand on met une des sociétés effectivement en redressement judiciaire, donc le compte se bloque, et donc forcément il bloque les comptes de tout le groupe, donc ça crée des problèmes techniques, mais j'ai toujours rencontré des banquiers qui ont suivi derrière, qui ont aidé, donc franchement non, les banques, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors justement, si on devait faire un parallèle, et je t'en remercie puisque tu as lu mon bouquin, qu'est-ce que tu retiens un petit peu toi de la lecture du bouquin, et si tu devais faire un parallèle par rapport à ce que toi tu as vécu en tant que manager de transition et dirigeant d'une PME en période de redressement judiciaire? Alors, j'ai beaucoup aimé le bouquin parce que à plusieurs moments dans le bouquin, je me dis, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. c'est du vécu. C'est exactement ça. Et il y a des pages entières où je dis, ah ouais, si j'avais lu le bouquin avant, j'aurais été un petit peu moins bête, je dirais, j'aurais pu préparer à l'avance. Donc voilà, il y a ça. Donc la grosse différence, par contre, entre toi, propriétaire, effectivement, là depuis des années, et moi, manager transition, étant là depuis quelques mois, je dirais, la différence, c'est que d'abord, je n'étais pas responsable sur mes biens propres, donc c'est quand même une sacrée différence. Oui. Non, ça, c'est la première chose. Deux, alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais j'étais plus en termes de technicien, c'est-à-dire que j'arrivais, c'est pas moi qui avais mis le bateau sur les rochers, je dirais. Donc, quelque part, je me dédouanais un peu de cette chose-là. Je disais, bon, on va essayer de sauver ce qu'on peut sauver, mais voilà, je n'avais pas des relations depuis des années avec les gens. Tu as une forme de détachement. C'est plus facile de se détacher, oui. C'est plus facile. Alors, c'est plus facile. Se détacher, c'est dur, parce que quand on a des salariés qui ont 25 ans d'expérience, d'ancienneté, avec ou même des sous-traitants. Alors, il y a des gros sous-traitants qui vont s'en sortir, mais il y en a des petits, on sait très bien que ça va être très compliqué pour eux. Bien sûr. On a forcément des prix au trip. Alors, on est obligé de prendre des décisions, parce qu'on est patron. Mais voilà, quoi. Oui, non, mais je partage, et moi-même d'ailleurs, ayant mené des missions de transition, de direction générale de 3 belles ETI, j'avais pas du tout la même attitude que quand j'étais à la tête de mon entreprise, parce qu'effectivement, quand on est à la tête de son entreprise, qu'on est actionnaire, caution, on est pris par l'émotionnel,
les émotions qui viennent parfois vous envahir parce que vous avez votre femme, vous avez les enfants, vous avez tout l'environnement à côté de ça, et c'est toujours des situations qui sont difficiles parfois pour des dirigeants qui sont directement confrontés à ces situations-là. Ah, clairement, c'est ce que j'ai compris dans ton livre, et je me suis dit, à la lecture du livre, je me suis dit, ah oui, cette dimension-là affective, personnelle, le risque personnel, je ne l'avais pas. Et déjà, c'était dur. Donc là, franchement, j'ai été compatissant par rapport à ce qui se passait. Bien sûr. Alors, tu le sais que là, on arrive depuis la crise sanitaire qui a eu lieu il y a maintenant un peu plus de 3 ans déjà, où globalement, les entreprises ont été extrêmement préservées, puisque je rappelle que chaque année, on a en France à peu près 60 000 faillites d'entreprises en RJ. On était tombé aux alentours des entre 22 et 25 000 seulement durant la période du Covid. Bon, grâce au plan du gouvernement où il y a eu énormément d'assistance, le fameux « quoi qu'il en coûte », on pourra en faire un débat tout autre aujourd'hui. Bon, tu as vu aujourd'hui que dans les derniers chiffres, on était repassé à 55 000, voilà, et avec sans doute une accélération encore un peu plus importante en 2024. C'est quoi ton analyse justement de la situation économique et de cette période bien particulière qui va impacter donc environ 60 000 dirigeants d'entreprise? Ouais, je dirais que c'est un peu toujours pareil. Quand il y a l'effet de balancier, c'est-à-dire que si le marché naturel est de 60, on peut pousser le balancier à un certain moment, on peut le retenir, puis quand on va le lâcher, ça va naturellement venir un peu plus loin et ça va se stabiliser. J'ai connu ça dans le monde de l'automobile. Bien sûr. Ça faisait 2 millions, on faisait des baladures avec les jupettes et ainsi de suite, on faisait 2,2 millions. Surprenamment, on faisait 1,8 million. Donc voilà, donc ça va se régulariser naturellement, je dirais. Donc je ne suis pas surpris de cette réaction. Oui. Bon, d'ailleurs, c'est pas forcément une crise, c'est juste un phénomène de rattrapage, tout simplement. Avec des entreprises qui ont été tenues artificiellement pendant la période du Covid, grâce notamment au fameux prêt garanti de l'État, le fameux PGE. Bon voilà, et à partir du moment, si vous êtes resté fragile, si vous n'êtes pas vous-même transformé, il y a un moment donné, il faut pouvoir rembourser sa dette, et quand on commence à rembourser la dette, on se remet en difficulté si on n'a pas rétabli tout simplement sa rentabilité. Tu partages ce point de vue ? Je partage. Alors, je rajouterais en plus, il y a la crise Covid qui a mis quand même des à-coups énormes dans l'économie, une inflation qui s'est rajoutée, des crises après au niveau des salaires. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même plusieurs à-coups dans l'économie, en dehors du rattrapage. Je dirais qu'il y a quand même l'économie aujourd'hui, on se tâte un peu encore, je dirais. Donc, on est encore en période de convalescence, et donc il y a des phénomènes comme ça qui sont naturels. Oui, puis phénomènes qui sont accélérés aussi par la nécessité de nos entreprises de se transformer. On le voit bien, les changements de comportement, le télétravail, l'explosion des coûts énergétiques, où il y a des entreprises, tu parlais d'industrie tout à l'heure, qui sont obligées de se transformer parce qu'aujourd'hui la charge à la fois financière et le coût énergétique aujourd'hui permettent à des entreprises tout simplement de ne plus dégager suffisamment de résultats pour survivre, et donc il faut se transformer, il faut s'adapter, il faut revoir des modèles plus économe, plus écologique dans un certain nombre de cas. Il est là l'enjeu majeur. Plus le coût de l'argent qui a aussi augmenté. Le coût de l'argent, aujourd'hui. Donc, donc il y a beaucoup de phénomènes qui viennent se rajouter à la crise. Donc je ne suis pas surpris que ça serait juste naturellement plus tous ces phénomènes que tu viens de décrire. Complètement d'accord. Parfait. Alors, écoute, pour terminer cette interview, si tu devais justement à nos auditeurs donner un conseil auprès d'un manager qui pourrait être amené à vivre cette situation-là, si tu avais un conseil à lui donner, ce serait lequel ? Je vais commencer par un trait d'humour. Lire ton livre. Bon, non, blague à part. Alors, un conseil, c'est compliqué. Le premier, c'est prendre le problème en amont. C'est-à-dire, plus tôt on s'en rend compte, plus tôt on peut agir et plus on a de moyens pour agir. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est se préparer. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait sans préparation parce que, comme j'ai expliqué, j'étais un peu pris par le temps. On n'a pas eu le temps de se préparer. Ouais. Et donc, bien se préparer. Et l'après-préparation, c'est bien s'entourer. C'est-à-dire qu'il faut avoir les bons avocats, il faut avoir les bons conseils, il faut avoir les bons agis, si on peut trouver son agis aussi en connaissance de cause, c'est mieux. Donc voilà, bien avoir du temps, bien se préparer, bien s'entourer, pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Ouais. Bon, voilà, je partage complètement, et c'est effectivement ce que j'ai partagé, notamment dans mon bouquin, dans l'expérience que j'ai pu vivre. Savoir s'entourer, de toute façon, c'est le maître mot pour tout dirigeant d'entreprise, d'ailleurs que vous alliez bien ou pas, c'était un des éléments essentiels. Tout à fait. Stéphane, un grand merci. Merci Nicolas. Voilà, ça nous a fait très plaisir de t'accueillir dans ce studio ici pour partager ton expérience.
Te remercier aussi d'avoir traversé, comme on l'a dit tout à l'heure, l'Europe pour partager, venir ici dans le studio aux Loges en Josas, et j'espère qu'on aura le plaisir de t'accueillir très prochainement, voilà, et de démarrer une future mission d'ailleurs avec Valumène. Ah bah écoutez, c'est tout le mal que je nous souhaite, effectivement. Voilà. Merci Nicolas. Bon, merci beaucoup Stéphane. Chers amis, je vous remercie aussi pour ce moment, et je vous donne rendez-vous, écoutez, très prochainement pour découvrir un nouveau talent du jour dans le studio by Valumène. Merci à vous toutes et à vous tous, et à très bientôt. Au revoir.